Ok. Top. Alors, on avait parlé déjà de l'importance de Shabbat. On a parlé de, de l'esprit de Shabbat, des raisons de Shabbat. Et donc, ce soir, on va rentrer directement donc, dans les lois de Shabbat. Vous savez qu'il y a beaucoup de halachot dans le Shabbat. Et donc, on va donc parler de halacha. On va parler également de halacha en essayant toujours de trouver derrière la halacha un sens qui peut vraiment nous donner envie de faire la halacha. Parce que quand la halacha est trop, je dirais, sèche, trop technique, et qu'on n'a pas de sens derrière ça, normalement, ça devient un petit peu difficile quand même. Ok. Donc, on va commencer le premier. On va commencer le premier chapitre en fait, du Shulchan Aruch sur Shabbat. Est-ce que vous vous rappelez que le message essentiel qu'on avait vu dans le cours dernier sur Shabbat était lié à, aux deux notions de sortie d'Égypte, d'une part, et création du monde. Moi, j'avais traduit ça en liberté et égalité. Sortie d'Égypte, c'est la liberté, et création du monde, c'est l'égalité. Et on avait vu aussi que la Mishnah, quand elle nous racontait au début du traité Shabbat, l'histoire de Shabbat, elle nous mettait en scène donc cette fameuse histoire bizarre d'un homme chez lui et d'un pauvre. Et donc, en fait, on voit bien que, et dans la Torah et dans la Mishnah, qu'on parle de Shabbat, on met en avant la question de la justice sociale. Eh bien, soyez étonnés, ou pas, que le premier paragraphe, le premier chapitre donc, du Shulchan Aruch, c'est le livre de loi donc, qui a été écrit au XVe siècle, on verra plus tard, j'en parlerai, mais en tout cas, un livre très important de Halacha, eh bien, le premier chapitre du Shulchan Aruch, de quoi il va parler? Eh bien, par rapport à Shabbat, eh bien, il va parler également de l'obligation de, comment dire ça? Il va parler en fait de la problématique pour celui qui n'a pas d'argent de préparer le Shabbat. Imaginez-vous quelqu'un qui est dans des petits problèmes financiers et Shabbat, disons-le clairement, c'est quand même un peu cher Shabbat. C'est cher, c'est-à-dire qu'il faut manger mieux. On verra, on mange mieux que tous les jours, on mange de la viande, on achète du vin, on a des bougies, on a du pain. Donc en vérité, par rapport à quelqu'un qui veut vivre de façon un peu simple, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, le Shabbat, c'est quand même une dépense. Alors que faire quand on n'a pas d'argent? Nous, aujourd'hui, ça nous paraît un petit peu fou parce que la nourriture est assez accessible et qu'elle n'est pas très chère, mais il y a des gens vraiment, ou des périodes où les gens se posaient la question réelle, est-ce que je vais acheter du pain ou du vin? Est-ce que je vais acheter une bougie pour allumer Shabbat, les bougies de Shabbat, ou alors je vais acheter du vin? Et dans la halakha, il y a plein de débats sur cette question-là. En fait, qu'est-ce qu'il faut préférer quand on n'a pas assez d'argent? En fait, derrière ces questions-là, il y a aussi à chaque fois l'idée que véhicule chacun des choses. Qu'est-ce que ça veut Quand on dit qu'il vaut mieux préférer le pain que le vin, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose sur le statut du pain et sur l'idée qu'elle véhicule par rapport au vin pour Shabbat. Vous voyez, quand on dit par exemple qu'il faut préférer les bougies de Shabbat, ben, c'est parce que c'est quand même pas rien les bougies de Shabbat. Vous savez pourquoi on allume les bougies de Shabbat? Simple comme ça, entre parenthèses. Pourquoi on allume avant Shabbat des bougies? Généralement, c'est la dame la maîtresse de maison qui allume ça, mais même un homme qui vit seul doit allumer les bougies. Shabbat pour C'est le parce faire. qu'on Comment? fait la faute, non? Pardon. Oups. Non, pour faire rentrer Shabbat. Et pourquoi? On peut faire rentrer Shabbat avec une chanson. Ah oui. C'est la lumière de Dieu, non, en même temps, non? Bah, peut-être parce Ouais, qu'avant, ils n'avaient pas l'électricité, du coup, c'était leur manière de s'éclairer, vu qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser le feu, tout ça. ouais, et donc, c'est pas loin en vérité. Bah, C'est du coup, pas c'est les loin. bougies qui les éclairaient. Mais pourquoi il faudrait être plus éclairé le Shabbat et à l'entrée de Shabbat? Parce que quand Shabbat rentre, il fait encore un peu jour, on voit quand même. Bon, tu me diras, dès que Shabbat est rentré, on ne peut pas allumer de bougie après, parce que c'est Shabbat déjà. Eh bien, je vais vous dire, la raison pour laquelle on allume les bougies de Shabbat, c'est pour le Shalom Bayit. C'est quoi Shalom Bayit? C'est Shalom, la paix la dans la paix, maison. la paix dans la maison, c'est la paix du foyer. Parce qu'en vérité, quand on allume les bougies au début de Shabbat, il y a dans la bougie, dans le feu, quelque chose qui introduit une certaine paisibilité dans le foyer. Mon téléphone. Une certaine paisibilité dans le foyer. Ça fait régner, vous voyez, comme une sorte d'ambiance tamisée. Et donc, ça donne voilà, un peu de calme. Vous voyez, c'est vraiment la soirée qui commence, où on peut vraiment être plus à l'aise, plus calme. Et c'est vraiment pour ça, pour le Shalom Bayit, donc pour la paix et pour la bonne entente entre les époux, qu'on fait
qu'on allume les bougies de Shabbat. Et je vais vous dire une autre chose, par exemple, si, imaginez-vous, on est à Hanouka, donc bientôt c'est Hanouka, dans un mois et demi, et il y a toujours un vendredi soir pendant Hanouka, parce que Hanouka dure 8 jours. Donc il y a toujours un vendredi soir, on doit allumer les bougies de Shabbat et aussi les bougies de Hanouka. Et la halakha nous pose la question, mais si quelqu'un n'a pas assez d'argent ou de bougies pour allumer et les bougies de Hanouka et les bougies de Shabbat, qu'est-ce qu'il va devoir préférer? Eh bien, on nous dit, il va devoir préférer les bougies de Shabbat. Parce que les bougies de Shabbat, d'abord, Shabbat, c'est toutes les semaines, donc ça a toujours un statut de préférence, toutes les semaines. Et surtout parce que les bougies de Shabbat ramènent la paix dans le foyer. C'est fait pour la paix dans le foyer. Maintenant, vous comprenez bien que quand on dit que les bougies amènent la paix dans le foyer, le Shlom Bayit, c'est pas uniquement, on va dire, de la magie. D'accord? Si ça foire entre les époux, si ça gueule du matin au soir, vous pouvez allumer toutes les bougies que vous voulez, d'accord? Allumer des torches dans la maison, ça n'a pas aidé énormément. Mais c'est censé quand même rappeler l'idée que le Shabbat, c'est avant tout un moment de calme et de paix. D'ailleurs, il y a une autre chose qui nous rappelle ça, dès que le Shabbat rentre, c'est quoi? Dès qu'on est parti à la synagogue, on revient de la synagogue, on rentre à la maison, on va commencer à chanter. Et qu'est-ce qu'on chante? On chante le Shalom Aleichem. ouais, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Et Shalom Aleichem, d'accord, c'est un chant en fait qu'on chante et on le chante. On chante généralement, les Séfarades ont l'habitude de chanter chaque phrase 3 fois. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Boachem les Shalom, Bachouni les Shalom, bénissez-moi avec la paix, Betzetrem les Shalom. On répète 1000 fois le mot Shalom. Et c'est un peu comme, vous savez, comme ça, comme les mantras, comme ça dans le monde de l'Inde. On répète quelque chose 10 fois, 20 fois, 30 fois, au bout d'un moment, ça rentre. Et bien nous, quand on rentre dans Shabbat, Shalom Aleichem, Boachem les Shalom, Malaché Shalom, Malaché Elion. Et en fait, c'est vraiment pour nous rentrer en condition et nous mettre vraiment dans l'ambiance que Shabbat, c'est un moment de paix. Et pour ça, je ne pensais pas parler de ça, mais c'est parti par là-bas, donc j'en parle un petit peu. C'est pour ça, par exemple, que et le Shabbat, et généralement même Rosh Hashanah, et tous les jours de fête, eh ben, on fait très attention de ne pas s'énerver. De ne pas s'énerver. Si je suis autour de la table et j'ai mes enfants qui font des bêtises ou qui m'énervent, ou allez savoir quoi, ou alors avec ma femme, ça ne va pas, eh ben, le jour du Shabbat, on nous rappelle, non, c'est Shabbat. D'accord? Tu ne peux pas, on va dire, épancher ta colère le jour du Shabbat sur les personnes. Et pourquoi c'est important? Ouais, vas-y. Être énervé, si on ressent de l'énervement mais qu'on ne l'exprime pas, ça va ou faut vraiment essayer de ne pas ressentir de l'énervement parce que Il faut essayer de ne pas ressentir de l'énervement. Ça veut dire que, et je vais vous dire, si on nous le dit, c'est que ce n'est pas évident. Sinon, on ne nous le dirait pas. D'accord? La Torah, la halakha, elle ne dit pas des choses évidentes. Les choses évidentes, on les comprend tout seul. Il faut avoir un peu de jugeote, on les comprend. Mais pourquoi est-ce que le vendredi soir, on nous dit surtout ne pas s'énerver? Ben, c'est évident. On est 6 jours en train de courir à bosser. On court à droite, à gauche, on est occupé, business, les études, les problèmes. Et d'un coup, on te dit, Shabbat arrive, nada, plus rien, silence radio. Mais c'est très difficile. Il y a un moment, on a besoin de sortir, quoi. Et on va dire que le vendredi soir, ça aurait été même, je dirais, le moment, le moment idéal pour arriver à table et dire à table, vous ne pouvez pas vous imaginer comment mon boss, il m'a ennuyé cette semaine, comment il m'a embêté. J'avais envie de le prendre, j'avais envie de le... Et puis celui-là, il est arrivé, il m'a fait ça, il m'a dit ça, et l'autre. Vous voyez, c'est le moment où on a envie vraiment de tout mettre sur la table. Et c'est une sorte de thérapie même. On a besoin d'en parler, on a besoin... Non, c'est Shabbat. Donc Shabbat, on ne parle pas de n'importe quoi. D'accord? C'est pas n'importe quoi. Mais on ne parle pas de ces sujets-là, d'accord, qui vont éveiller en nous des sentiments d'hostilité et on pacifie. D'accord? Shabbat, c'est vraiment un moment où on pacifie. Et ce n'est pas évident du tout. Donc on est tous en fait sur les nerfs. Et rajouter à ça qu'avant Shabbat, on est toujours en train de courir et finir de préparer la nourriture et finir de faire ça et finir de faire ça. Donc en vérité, on est sans arrêt amené à devoir s'énerver. Et donc c'est un vrai travail énorme que de pacifier. D'accord? C'est énorme. C'est énorme. OK? Donc on a en fait pas mal de choses qui se passent avant Shabbat. D'accord? On a pas mal de choses qui se passent avant Shabbat. Alors, on va commencer donc maintenant à parler des préparatifs du Shabbat. Comment dire? On ne rentre pas dans le Shabbat comme on rentre dans un moulin.
D'accord? Il y a des préparatifs. Si on arrive à Shabbat et on n'a pas été préparé avant, bon, ben, Shabbat va être pour nous assez technique. D'accord? Ça va être que de la technique. Il faut donc se préparer. À toute grande chose dans notre vie, il faut y amener de la préparation. Avant de faire la tefila, avant de prier, il faut se préparer, il faut réfléchir. D'accord? Avant de se marier, on réfléchit. Avant d'acheter quelque chose, on réfléchit. Avant que Shabbat arrive, on réfléchit. D'accord? Si on rentre comme ça, et ce que je vous dis maintenant, ça paraît évident, mais vous savez que de le mettre en pratique, c'est tellement pas évident. On est toujours à la course, on n'a pas le temps de réfléchir, quoi. Si je vous dis maintenant que, on avait parlé de ça quand on faisait la bracha, avant de manger, on fait un temps de pause, on réfléchit à ce qu'on dit. Et on fait la bracha parce que ça nous introduit à un rapport à la nourriture. On ne mange pas comme des gloutons, on ne va pas bouffer comme des gloutons, vous voyez. On pose une distance, on est conscient que manger, c'est pas pas donné à tous les gens qui ne mangent pas sur terre, qu'on veut remercier. Et bien, Shabbat, c'est pareil. Quand on rentre dans Shabbat, il faut également se préparer. D'accord? Et c'est quoi les préparatifs de Shabbat? Ok? C'est donc de ça maintenant qu'on va parler. Est-ce que vous avez des idées? D'après vous, c'est quoi les préparatifs du Shabbat? Bah, déjà, il faut préparer la nourriture. Alors, il faut préparer la nourriture, c'est vrai. Et donc, Et donc, on prépare la nourriture. on la prépare donc avant Shabbat, après toi. Est-ce que la nourriture de Shabbat, d'abord, avant de la préparer, il faut déjà aller l'acheter. D'abord, aller Oui. acheter la nourriture. Et sachez que sur ce point-là, il y avait une discussion très importante dans le Talmud entre deux sages, entre deux écoles. L'école de Shammai et l'école de Hillel. D'accord? C'était deux écoles à l'époque talmudique. Shammai était toujours beaucoup plus rigoureux. D'accord? Vous pourrez l'imaginer un grand sage, mais qui ressemblait un petit peu au Schtroumpf grincheux. D'accord? On a l'impression que Shammai est toujours en train de grincheux comme ça. Et Hillel, c'est le grand Schtroumpf. D'accord? Le sage, comme ça, calme. D'accord? C'est un peu. Et alors, ils étaient souvent en discussion. Et ils étaient en discussion par rapport à Shabbat, concernant la préparation de Shabbat. Shammai disait, moi, quand je vais faire mes courses, si c'est lundi, si c'est mardi, si c'est mercredi, dès que je trouve quelque chose de très beau, je trouve un très beau poisson, je trouve une très belle. Je le prends et je dis, Zé l'irvot Shabbat. D'accord? Ça sera pour Shabbat. La plus belle chose que j'ai trouvée. Si le lendemain, je repars au marché, je vois une pièce encore plus belle, d'accord? Ah, Zé l'irvot Shabbat. En gros, Shammai, toute la semaine, d'accord, il pense en fait aux préparatifs de Shabbat. Même si on est lundi, mardi, mercredi, il pense tout de suite aux préparatifs de Shabbat. Parce que pour lui, c'est vraiment le centre de la semaine. Et lui, on nous dit, il pensait différemment. Lui, vous allez rigoler, il voyait un beau morceau, un beau poisson au marché. Alors, il ne disait pas comme Shammai. Il disait qu'il est beau ce poisson. Baruch Hashem, yom yom. C'est vraiment le bon Dieu qui me l'a envoyé aujourd'hui. On va se le faire aujourd'hui. Et donc, il partait le cuisiner. D'accord? C'est vraiment. Enfin, j'aime bien dire, l'un c'est le séfarade, l'un c'est l'ashkénaze. Il est rigoureux comme ça c'est pour Shabbat, on ne touche pas, on ne bouge pas, on s'éloigne. L'autre, il fait que c'est bon, on va se faire un bon repas aujourd'hui. Bon, c'est une blague, mais en tout cas, c'est vrai que. Et en fait, c'est deux façons différentes d'appréhender les préparatifs de Shabbat. D'accord? Et on a l'habitude, en effet, c'est vrai, qu'aujourd'hui, on va quand même adopter l'avis de Shammai, même si on va généralement selon l'avis de Hillel, mais enfin, ça dépend sur quoi, mais en tout cas, on va adopter l'avis de Shammai sur ce point-là, qui est, on voit quelque chose de bon. Si c'est déjà après mercredi, on commence à préparer Shabbat, on dit ça, je vais le garder pour Shabbat. D'accord? Pour quand même déjà rentrer en condition, pour que les meilleures choses soient pour Shabbat. En gros, c'est absurde de se faire un repas de rêve pendant la semaine et Shabbat manger un petit schnitzel. D'accord? Non, si tu manges un truc bon, tu le fais Shabbat. D'accord? Et donc pour ça, il faut déjà aller faire les courses. Et donc on va faire les courses. On voit les meilleurs plats pour Shabbat. Deuxième chose, à partir de quand on va acheter les aliments pour Shabbat, alors ce qui est la meilleure chose, pas toujours facile, c'est d'aller les acheter le vendredi matin. Comme ça, c'est vraiment, on montre vraiment que c'est pour Shabbat. D'accord? Maintenant, si on va faire les courses le jeudi, c'est pas grave non plus, mercredi non plus. D'accord? Les grands-mères se mettaient à la cuisine depuis le mercredi. On va faire la tchouka et tout. Ils se mettaient depuis le mercredi à la cuisine et commençaient à cuisiner les salades de Shabbat.
Donc en vérité, c'est pas. L'idée, c'est toujours de montrer qu'on va faire les courses pour Shabbat spécifiquement. Alors, on va donc préparer la nourriture de Shabbat. On va décider donc des meilleurs plats. Est-ce qu'on peut dépenser tout l'argent du monde? Alors, moi, j'adore, c'est faux, hein, mais j'adore le caviar. D'accord? Et Shabbat, je veux honorer le Shabbat. Je vais donc aller acheter pour 500 000 shekels de caviar. D'accord? Est-ce que il y a quand même petit peu une petite part de, on va dire de réserve? D'accord? Comment est-ce qu'on sait que ce qu'on va faire pour Shabbat, c'est la meilleure chose? Bah, si c'est pas nécessaire d'avoir pour 50 000 shekels de caviar, enfin, ça sert à rien. Tu peux prendre un peu pour kiffer, mais ça sert à rien de prendre trop. Alors voilà. Alors je vais vous raconter d'abord une histoire. Nous, on avait connu, donc, il y a longtemps, un couple qui était étudiant. Les deux étaient étudiants. Là, ils faisaient des études d'ingénieur et elle faisait des études de médecine. Et donc, les deux, en fait, ils savaient qu'un jour viendrait et puis quand ils auront fini leurs études, ils seraient assez bien installés, quoi. Ils auront de quoi vivre. Mais là, ils étaient étudiants. Ils n'avaient pas un copec, ils ne faisaient pas beaucoup d'argent. Et alors, je me rappelle qu'avant le Shabbat, ils partaient faire les courses et alors, ils achetaient mais des folies, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne se retenaient pas. Et je lui dis, mais c'est fou quand même, tu n'as pas d'argent, et puis tu te plains sans arrêt de ne pas avoir de l'argent, mais avant Shabbat, tu vas acheter comme ça, et il dit, ah non, mais c'est pas pareil. Shabbat, Dieu nous rembourse. Maintenant, moi, avec toute ma croyance et moi, on ne me la fait pas, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit, je vais dépenser, Dieu va me rembourser, moi, je te dis d'avance, ne dépense pas, c'est mieux, quoi. Faut pas attendre. Si Dieu te rembourse, tant mieux, mais sinon, ne rentre pas là-dedans. D'accord? Et donc, lui, il disait, mais t'as pas idée? Moi, je vis sur des miracles. Enfin, ils employaient plein de mots qui me paraissaient un peu fous, moi. Miracle, ça me paraît un peu. C'est pas tous les jours, quoi, des trucs comme ça. Et donc, il disait, je t'assure, pour moi, c'est vérifié. À chaque fois que je dépense de l'argent, le dimanche, lundi, je reçois un chèque. Et c'est fou parce qu'à chaque fois, il venait. Et là, j'ai reçu un chèque de remboursement des impôts. Là, j'ai reçu un chèque. Et il vivait comme ça. Bon, je ne sais pas si c'était une grande émouna, hein, vraiment une grande confiance en Dieu, ou alors une grande folie. J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on nous dit dans la halakha qu'il faut être prêt, c'est vrai, a priori, à dépenser beaucoup. Mais à condition de savoir qu'on a de quoi quand même, de quoi assumer le truc. D'accord? Ou alors, plus que ça. Je pourrais même, par exemple, si je n'ai pas assez d'argent, emprunter de l'argent. Mais à condition de savoir comment je vais le rendre. Si quelqu'un emprunte ou dépense et il se dit, bon, Dieu va nous envoyer un miracle, on va retrouver de l'argent, ça c'est interdit. Parce que dans la halakha, il y a un principe, en somrim alanes. On ne fait pas confiance au miracle. Jamais. D'accord? C'est-à-dire que dans le monde de la pensée, on peut peut-être dire, ah, il y a des miracles dans le monde, ce que vous voulez, mais dans le monde de la halakha, c'est un monde extrêmement carré. En somrim alanes. On ne croit pas au miracle. D'accord? Jamais de la vie. Et donc, on ne va pas agir comme si. Donc ça, c'est par rapport à ça. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut dépenser un peu plus, mais sans pour autant dilapider. On n'a pas dilapidé son argent. Et Rabbi Akiva, le grand Rabbi Akiva de l'époque de la Mishnah, un des plus grands maîtres de la Torah, lui disait, écoutez la phrase suivante, qui est ramenée justement dans le Shulchan Aruch, Assez Shabbat Rachol, ve'al titzarech la briote. Fais ton Shabbat comme un jour profane, d'accord? Au niveau de la qualité de ton Shabbat, de la qualité de la nourriture, ça ne sera pas un jour waouh, la briote, mais n'aie pas besoin de quémander de l'argent aux autres. N'aie pas besoin des autres. D'accord? Garde ta dignité. Il y a des gens, souvent, comme ça, on voit des gens, enfin, je ne sais pas comment c'est en France ou autre part, mais en Israël, trop souvent, on voit des gens qui viennent avant Shabbat, comme ça, qui tendent la main. Shabbat, tzedaka pour Shabbat. D'accord? Moi, il n'y a rien de plus qui me met hors de moi, un truc comme ça. Tu ne viens pas avant Shabbat demander la tzedaka pour Shabbat. Va travailler. D'accord? Ou alors tu mangeras moins, c'est tout. À moins que ce soit vraiment des vieilles personnes qui sont vraiment dans le besoin, mais ça, il y a des gens comme ça qui se permettent de tendre la main et évoquer l'obligation de tzedaka, que nous, on doit donner la tzedaka. Parce qu'eux, ils ne sont pas responsables de leur vie, parce qu'ils n'ont pas travaillé. Moi, c'est un truc qui me met hors de moi, un truc comme ça. Je ne donne pas d'argent à ces trucs-là, jamais de la vie, va bosser. Ou alors, eh ben, tu mangeras moins Shabbat. Mais n'aie pas besoin de demander aux autres et de t'humilier comme ça. Donc ça, c'est par rapport à la préparation de Shabbat et par rapport à la nourriture. Ok. Deuxième
Deuxième préparation, qu'est-ce qu'on a comme préparation? D'après vous, on a. Les chalotes. Alors, ça, c'est dans le cadre de la nourriture. D'accord? Préparer avec des chalotes. Mais tu vois, c'est important, on va en parler maintenant. Donc, on achète du vin, on achète des chalotes, on fait des chalotes. D'accord? On verra quand on fera le jour de Tfila et les brachot, comment on fait la chala. D'accord? Ouais. Pas comment on prépare la chala. Et quand on fait la chala, d'accord? Alors, le mot chala, vous savez, ça ne veut pas dire le pain. C'est-à-dire un bout. C'est La un bout, frachette. exactement. Exactement. C'est en fait un bout qu'on va, on va dire, comment dire, Prélever. la friche, qu'on va retirer, la prélever, voilà. C'est un bout qu'on va prélever si on a une certaine quantité de farine, de pâte, et on va ensuite la mettre donc à côté, on va la brûler. Mais c'est ça le mot chala. Donc, alors on fait Ouais, les chalotes, oui, Rav, ça veut pas dire prélèvement. ça veut dire prélèvement. Chala, c'est en fait, chala, c'est le bout qu'on prélève. Ok. D'accord? Le prélèvement, ça veut dire, le mot prélèvement, c'est afracha. D'accord? Ok. Afrachat chala. D'accord? Afracha, c'est la friche. Quand, par exemple, on fait les prélèvements des fruits et légumes, d'accord? Par Ouais. exemple, nous, on a dans le jardin un citronnier chez nous. Et donc, bon, là, c'est la shmita, donc c'est un peu différent, mais en temps normal, quand on va prendre des fruits, des citrons de mon citronnier, je ne peux pas les prendre, les rentrer à la maison et les manger comme ça. Je n'ai pas le droit de faire ça. D'accord? Je dois faire des prélèvements. La afracha. D'accord? Afracha, trouma, touma, asrot. On verra ça une prochaine fois. Donc, le mot là, afriche, d'accord? C'est donc des prélèvements. Alors, et donc ça, c'est la chala. Donc, je vais acheter du vin, je vais acheter du bon vin. D'accord? Pas de la piquette. Pas non plus un Châteauneuf du Pape, je sais pas, mais on fait attention d'acheter en fonction de ce qu'on a l'habitude de boire, un vin qui est correct. D'accord? La chala, je peux vous dire, c'est vrai que quand dans la maison, la veille de Shabbat, on prépare la challah, je ne sais pas si ce que je vous dis c'est uniquement sentimental, mais il y a une odeur dans la maison. D'accord? Il y a une bonne odeur dans la maison, il y a. Tout ça, ça met une ambiance. Vous savez? Le Shabbat, c'est un moment où on sent le corps. On n'est pas uniquement dans l'esprit. Et donc, c'est bien de préparer la challah. D'accord? Ça donne une bonne ambiance. Et On nettoie la là, maison aussi. bien sûr, on va arriver à ça, on va nettoyer la maison. Ok. Alors, deuxième point donc, on va aborder, c'est on va honorer le Shabbat, donc dans la préparation, avec les vêtements. D'accord? Avec nos vêtements. Alors, c'est une mitzvah. Ce n'est pas uniquement, on va dire, un bon conseil. C'est une mitzvah, d'accord, d'honorer le Shabbat avec des vêtements, comme il est écrit, le karata la Shabbat, oneg. Tu appelleras le Shabbat, oneg, ça veut dire c'est un délice. D'accord? Et donc, c'est quoi un délice? Ça veut dire que tu vas faire le mieux. Et le mieux, c'est également de se mettre des beaux vêtements. On a l'habitude de garder des vêtements pour Shabbat. Dans la halakha, on parle même d'avoir des chaussures spéciales pour Shabbat. Moi, quand j'étais enfant, je me rappelle, il y avait des petits mocassins comme ça. Des petits mocassins spéciaux pour Shabbat. D'accord? J'avais un petit. Comment ils appelaient ça? C'est un truc. Un mot comme ça, d'une matière ancienne comme ça. Un pantalon pas en flanelle, un petit. Je sais plus, bon, enfin un truc mignon, c'était mignon comme ça. Enfin, donc un petit pantalon avec des mocassins et la petite chemise blanche pour Shabbat. D'accord? Et on fait attention à ça. Maintenant, si on n'a pas les chaussures spéciales pour Shabbat, alors on va mettre d'autres chaussures qu'on va cirer avant Shabbat, qu'on va arranger avant Shabbat. D'accord? On va pas habiller comme un schlerp, quoi, comme quelqu'un de la rue. Donc on fait attention aux habits qu'on met, d'accord? On a l'habitude de mettre, en tout cas en Israël, pour les hommes, une chemise blanche. Il n'y a rien. Alors, les kabbalistes s'habillent tout en blanc. D'accord? Les kabbalistes s'habillent tout en blanc pour Shabbat. Ça vient du monde de la Kabbale. Il y avait à Jérusalem, il y a à Jérusalem plusieurs yeshivot. Hein? Yeshiva, c'est où on étudie la Torah du matin au soir, plusieurs yeshivot de kabbalistes. Et une dans la vieille ville de Jérusalem. Et un des maîtres de cette yeshiva, c'était un rabbin qui était un rabbin tunisien. C'était le Rav Getz. C'est un rabbin qui arrivait de Tunisie. Et comme les rabbins tunisiens de l'époque, rappelez-moi, qui c'est qui est d'origine tunisienne? Ah, Lauriane?
et aussi la Hazria. Alors, je vais vous faire plaisir. Alors, comme le rabbin tunisien, c'était pas uniquement quelqu'un, pas tous étaient comme ça, mais c'était un rabbin qui n'était pas uniquement rabbin. Il était également juriste, il parlait 6-7 langues. Il est arrivé en Israël, la première chose qu'il a faite, il est parti à l'armée. Il est devenu officier à l'armée. Il avait des compétences incroyables dans plein de domaines. Et donc, ce gars-là, il est devenu très rapidement, le Rav Getz, il est devenu très rapidement le Rosh Yeshiva Tamekoubalim, c'est-à-dire le chef de la Yeshiva des Kabbalistes. Euh, et le Shabbat, donc le Shabbat, j'aimerais vous montrer une photo. Et le Shabbat, je me rappelle de lui parce que nous on le voyait nous à Jérusalem, d'accord. Le Shabbat, il était habillé tout en blanc, mais pas simplement tout en blanc, vous allez voir, vous montrer. Et c'était un rabbin séfarade, hein, tunisien. Regardez comme il était habillé. Il était habillé tout en blanc, comme ça, même avec le streimel, d'accord. Vous voyez, le chapeau qui est généralement le chapeau que les chassidim ashkénazes y mettent, et il est noir. Et ben lui, il s'était fait faire un chapeau blanc, un streimel blanc comme ça, d'accord. Et c'était très impressionnant de le voir, ce gars. On le voyait souvent dans la ville de Jérusalem, et il parlait énormément de langues. Bon, le français, évidemment, le français, l'anglais, l'hébreu, le turc, enfin, on lui parlait dans plein de langues et il répondait. Et après, il était devenu le rave du kotel. D'accord. Parce que toutes les personnes qui arrivaient au kotel, il fallait quelqu'un qui sache leur parler. Et donc, donc pour les kabbalistes, en vérité, il y a vraiment une importance à s'habiller en blanc. Pourquoi? Ben, le blanc, la pureté. Le blanc, ça représente aussi pas mal de choses dans la Kabbale. Donc, on a l'habitude en Israël, c'est vrai, de s'habiller en blanc. On a l'habitude de laver nos vêtements avant Shabbat, de ne pas mettre des vêtements qui sont des vêtements qui ont déjà été portés. D'accord. Voilà, donc ça, c'est en gros, d'accord, c'est des choses qui sont un peu assez évidentes, mais en tout cas, voilà donc pour cette histoire-là de vêtements. Ensuite, comment est-ce qu'on va encore honorer le Shabbat dans la préparation? Eh bien, on va l'honorer par la préparation du corps. C'est-à-dire, on va se doucher. Pas uniquement se doucher, couper les cheveux, se raser, se couper les ongles, vraiment, vous voyez, tout ce qu'on peut faire en fait dans la semaine pour, on va dire, se sentir mieux, eh bien, on le fait avant Shabbat. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire pendant la semaine, mais disons qu'avant Shabbat, si quelqu'un a l'habitude de se raser, on va dire uniquement quelques fois par semaine, eh bien, avant Shabbat, il faut se raser. D'accord. Se couper les cheveux, c'est bien de se couper les cheveux, même dans l'après-midi avant Shabbat. D'accord. On se lave bien, on se lave à l'eau chaude. Enfin, je ne veux pas vous faire des détails un peu plus, mais en gros, on se lave, on fait attention à notre corps. D'accord. C'est pas la peine de vraiment uniquement, on va dire, des éléments qui pourraient être travaillés dans la halakha. Voilà. Bon. En gros, c'est ça. Ensuite, donc on a vu les achats, la préparation de la nourriture. Et il y a encore un point important, c'est qui c'est qui fait Shabbat? Qui c'est qui prépare le Shabbat? C'est la maîtresse de maison simplement? Ou le monsieur? Enfin, qui c'est qui va faire Shabbat? Qui va... Enfin, tout Hmm? le monde. Ouais. Alors, Même t'as les bien... enfants, ils font Shabbat, même les enfants, on les prépare, on les habille bien. Ouais. La maîtresse de maison, généralement, elle prépare le repas. Le père, par exemple, il va à la synagogue avec les enfants. Tout le monde prépare. Alors, oui, quand le père il part avec les enfants à la synagogue, il n'a rien fait. Hein. Il va uniquement à la synagogue. Alors justement, on a dans le Talmud énormément de témoignages qui nous montrent que dans la préparation de Shabbat, tout le monde est là. Et c'est très intéressant parce que vous savez que dans le Talmud, on a essentiellement des hommes rabbins. Pas beaucoup de femmes rabbins. On parle de femmes très importantes, comme des femmes érudites. Mais disons que le standard général, c'est des femmes qui sont plus à la cuisine et des hommes qui sont rabbins. C'est pas, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça doit être toujours, pas du tout. Mais généralement, c'était comme ça à l'époque, quoi. Les hommes rabbins et les femmes qui n'étaient pas. Et là, le Talmud nous dit, ben, avant Shabbat, tout le monde, même les plus grands sages d'Israël, mettaient la main à la pâte. Et on nous raconte qu'un rabbin qui s'appelait Rava, lui, il venait, il salait les poissons. Rav Rizda, il venait couper des légumes. Certains, ils partaient fendre le bois pour mettre dans le fourneau. D'autres, ils venaient allumer les besoins de la cuisine. D'autres, ils nettoyaient la maison. Et donc, en vérité, tout le monde était là et tout le monde participe aux tâches de Shabbat.
c'est pas uniquement, on va dire, plus facile de laver une maison et de ranger une maison quand on est plusieurs. D'accord? C'est une mitzvah. Quelqu'un qui arriverait Shabbat, comme ça, les pieds sous la table, et il dirait à sa femme alors, ma chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Demain, la dafina, elle est prête. Alors, eh ben, Baba, tu as raté quelque chose. Parce que l'idée, c'est que tu sois également partie prenante de la préparation de Shabbat. D'accord? Que la maison ne te soit pas étrangère. C'est une mitzvah de faire tout ça. Ok. Voilà, on fait attention, bien avant Shabbat, on fait attention que tout est prêt, qu'on a fait ce qu'il fallait, qu'on a mis la minuterie. Ok. Jusqu'à là, c'est bon, vous avez des questions? Non? Ok. Alors, on continue. Shabbat va rentrer, disons, à 6 heures. Disons que Shabbat rentre à 6 heures. Est-ce que je peux manger toute la journée? Ou alors, il y a un moment, il faut que j'arrête de manger. Comment ça marche? Généralement, on arrête de manger, je sais pas combien de temps avant le kidouche. Je sais pas exactement combien de temps. Ni manger, Ouais. ni. Bah, imaginons on mange à midi, bah, après le repas de midi, je crois qu'on arrête de manger. Même généralement, c'est bien Alors, de jeûner avant Shabbat. non. Alors, attends, ça, c'est un truc important que tu dis là. Je vais d'abord réagir sur ce que tu viens de dire par rapport au jeûne. D'accord? On ne jeûne pas le vendredi. D'accord? Il y a certains kabbalistes qui jeûnent le jeudi ou le vendredi. Mais généralement, on ne jeûne pas. D'accord, le vendredi. Le principe, c'est qu'il faut rentrer dans Shabbat en ayant faim. D'accord? Si on s'est fait un repas 2 heures avant Shabbat de roi, on n'aura pas faim. Et donc, on va quelque part en amener un petit peu à moins considérer le repas de Shabbat. Donc, l'idée, c'est la suivante. On ne peut pas manger, on peut manger Shabbat. Pardon, on peut manger le vendredi. Mais environ 3 heures avant Shabbat, on arrête de manger des grands repas. Un grand repas, c'est quoi? C'est un repas où on fait motzi, où on mange du pain. Si on a l'habitude de manger tous les jours à 5 heures un petit goûter, un café, un gâteau, alors on pourra le faire. Mais l'idée, c'est qu'à environ 3 heures avant Shabbat, d'accord, on ne mange plus de repas avec du pain. Ok? On peut grignoter, on peut manger un petit bout de gâteau, mais pas manger un repas, parce qu'à ce moment-là, on va rentrer dans Shabbat et on n'aura plus faim. Ça, c'est également on appelle ça arucha regila. Arucha regila, c'est un repas normal, on ne le fait pas. D'accord? Quand c'est un petit repas, d'accord, aruchat aray, petit repas comme ça, alors à ce moment, on pourra le faire. Et c'est un din, c'est une halakha qui est rapportée avant Shabbat, mais qu'on connaît également d'avant Pessah. D'accord? Parce que quand Pessah arrive, la mitzvah, une des mitzvot de Pessah, c'est le soir de Pessah de manger la matzah. On doit manger une quantité de matzah assez importante. Et on n'a pas le droit de manger dans l'après-midi, avant Pessah, de peur justement d'arriver à Pessah et de ne plus avoir d'appétit. Alors, quelque part, c'est un peu ça, vous voyez? C'est cette histoire-là de bien. D'ailleurs, dans Shabbat, comme on l'a dit, le Shabbat, on a une mitzvah de bien manger, d'accord? De bien manger, donc il faut vraiment garder de la place. Je vais vous raconter un petit fait tunisien encore. Ce soir, on est plus perché vers les Tunes ce soir, les Tunisiens. Alors, les rabbins tunisiens, eux, disaient la chose suivante. Ils disaient, Shabbat, il y a plusieurs mitzvot. Il y a la mitzvah de bien manger, d'accord? Donc, c'est la mitzvah du oneg Shabbat, d'accord? De kiffer le Shabbat. Mais dans tous les cas, les hommes aiment bien manger. Alors, comment est-ce que je vais savoir que j'ai fait la mitzvah? Vous voyez? Alors, il a dit la chose suivante. C'est très tunisien, hein, j'imagine. Il a dit, bon, d'abord, Shabbat, on nous sert à manger. Alors, on mange. Et puis, une fois qu'on a plus faim, qu'on a bien rempli, on ouvre la ceinture et là, on mange pour la mitzvah. Pour être certain qu'on fait la mitzvah, à ce moment-là, on va manger pour la mitzvah. Bon, alors, c'est pas très bon pour la diète, cette histoire-là, et c'est une histoire, c'est des choses qu'on retrouve chez les sages tunisiens, d'accord? Ça paraît une blague, mais en vérité, c'est aussi l'idée, comment je sais que maintenant je fais la mitzvah, d'accord? Puis dans tous les cas, je vais manger. Alors, ils veulent rajouter quelque chose en plus. Ok. Mais Rav, on m'a dit que les calories n'existent pas chez moi. Comment? Il n'y a pas de Les calories cal- Shabbat. On compte pas Ouais, les c'est ça. calories à Shabbat. Voilà, c'est ça, Voilà. c'est ça. Shabbat, on ne grossit pas. D'accord? Voilà, c'est le, oui, c'est le régime en fait. On ne gagne pas de poids en fait.
Voilà. Ouais, moi, c'est le genre de choses que je n'ai jamais compris. Comment on arrivait à dire des trucs comme ça? Shabbat, tu manges comme un cochon, tu vas grossir, point barre. Il n'y a pas de, il y a pas d'histoire, quoi. Bref, donc en vérité, non, quelqu'un qui fait la diète n'a aucune obligation de manger Shabbat. Quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui est en diète, par exemple, de pain, d'accord? Quelqu'un qui ne mange pas de, comment on dit, des parmémotes en français? Le Parmémotes, c'est gluten? des féculents, Ah, d'accord? Pas du gluten, des féculents. Qui ne mange pas de pain. Comment il fait pour Shabbat? Euh, Pain sans gluten? Hein? Pain sans gluten? Je sais pas. Ouais, bon, ça ne peut pas au gluten, mais supposez que dans les pains sans gluten, il y a aussi des féculents, hein, quand même. Ah, tu l'as fait en fait motif sur... Non, ouais, c'est Alors, difficile en fait. alors, il y a, tu sais qu'il y a un petit problème quand tu parles, Elisha, on ne t'entend pas tellement bien. Peut-être c'est par rapport à la ligne, je ne sais pas vraiment. Il y a un petit problème dans la ligne. Alors, euh, en effet, quelqu'un qui ne mange pas de pain du tout, on fait une différence si c'est pour des raisons médicales ou pour des raisons diététiques. Si c'est pour des raisons médicales, évidemment, même pas on parle. D'accord? Euh, Par exemple, quelqu'un qui ne mange pas de gluten, nous, on a à la maison 2 enfants qui sont cœliaques, qui ne mangent pas de gluten. Donc, c'est évident qu'ils n'ont pas mangé du pain pendant le Shabbat. Ils mangeront du pain sans gluten. Mais aucune, et même pour Pessah, aucune obligation de manger de la matzah. Si tu sais qu'en mangeant de la matzah, tu vas te bousiller les intestins. D'accord? La Torah n'est pas là pour te rendre malade. Donc ça, si c'est pour des raisons médicales, évidemment, on ne mange pas. Si c'est pour des raisons diététiques uniquement, alors, il faut quand même manger un minimum de pain. D'accord? Au moins une petite miche. Au moins, on verra après, petit kazaït, tout petit. D'accord? Qui ne va pas vraiment introduire de changement, mais tout petit. Pareil pour le vin, quelqu'un qui ne boit pas du vin, alors, soit on fait sur du jus de raisin, d'accord? Soit, alors, quelqu'un va faire le kidouche pour lui, et lui n'aura pas l'obligation de boire le kidouche, c'est aussi possible, d'accord? Je dirai ça plus tard quand on fera les lois du kidouche. En tout cas, généralement, on n'est pas obligé de se rendre malade pour manger le Shabbat. Alors, il y en a, comme j'avais dit auparavant, qui, pour, on va dire, faire rentrer le Shabbat, comme tu as dit, Lauriane, avec beaucoup plus de scrupules, comme ça, alors ils évitaient de manger pendant la journée de vendredi. D'accord? Mais bon, ça, ce sont des choses que, on va dire, comment vous dire, avant d'arriver à ça, il y a plein de trucs à faire. Vous voyez? Il y a quand même les hiérarchies dans les mitzvot. D'accord? Et moi, j'avais une fois rencontré quelqu'un qui voulait se convertir. Bon, très bien. Sauf que je n'ai pas du tout compris, parce qu'il était déjà habillé en Chabad. Il avait déjà un chapeau, une grande barbe, une redingote. Et je me suis dit, mais celui-là, il a sauté les étapes. D'accord? Il a déjà une allure de rabbin et il n'est pas encore converti. Ça me paraissait un peu bizarre, quoi. D'accord? Ben, pareil, il y a des étapes. C'est comme quelqu'un qui n'a pas encore étudié le Tanakh, ne connaît pas encore la Torah, qui est déjà en train d'étudier la Kabbalah. D'accord? Il y a un problème. On ne peut pas sauter comme ça des étapes. Pareil pour cette histoire-là. On ne peut pas commencer à jeûner, d'accord, le jour de vendredi, si on n'a pas déjà fait des choses élémentaires. Ok? Et ça, je vous le dis, mais ce n'est pas évident. C'est une sorte de compréhension générale du monde des mitzvot. Même pour vous, encore une fois, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à votre pratique, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que si vous rentrez peu à peu dans le monde de la pratique, ben choisissez vos mitzvot. D'accord? Il faut choisir les choses qu'on fait bien et ne pas imaginer pouvoir faire des choses très difficiles parce qu'on saute 2 étapes, quoi. Ça se construit comment dire, étape par étape, d'accord? Une chose après l'autre. Ok. Ça, c'est bon. On continue. On a la veille de Shabbat. Donc, on sait que Shabbat, on ne fait pas de travail interdit. Ok. Mais est-ce que la veille de Shabbat, il y a également un problème de faire des travaux, certains travaux, d'après vous? On n'est pas encore Shabbat. Quand vous dites On la est veille, c'est vendredi. jeudi à vendredi? Ouais. Hmm, Vendredi, d'accord? Bye, Yitzhak. Au revoir à tous. Bye bye, Yitzhak. ben, je sais pas, parce que les enfants, on les emmène à l'école le matin, donc je sais Ouais. pas.
et certaines personnes ne travaillent pas. Donc peut-être qu'il y a, Ok, ok, il y a quelque chose qui fait que c'est pas obligatoire. C'est mieux si on ne travaille pas. Je sais pas. ok, ok. Qu'est-ce que vous dites les autres? Essayez de réfléchir à la question. C'est pas encore Shabbat, mais est-ce qu'avant Shabbat, il y a des travaux interdits? Par exemple, on peut pas travailler, après 14h30 en hiver, tu vois. Alors là, tu donnes 1h, 14h30. En fait, ça signifie un moment dans la journée. Alors, on fait d'abord une différence première entre le matin et l'après-midi. C'est-à-dire, en gros, la première partie de la journée et la deuxième partie de la journée. La journée, je vous dirai ça une prochaine fois, en gros, toute la journée, comment on sait c'est quoi la journée? On prend le moment où le soleil se lève, d'accord? Et le moment où le soleil se couche, et on coupe en 12 heures, d'accord? Et la 6e heure de la journée, ça s'appelle Chatzot, la moitié de la journée, d'accord? Maintenant, vous comprenez que selon ça, il y a des fois où une heure, elle va être d'1h10. Et des fois, une heure, elle va être de 50 minutes. Vous comprenez pourquoi? Que des fois, quand la journée est plus courte, en hiver, alors évidemment, le jour est plus court. Et donc, quand on va couper en 12 moments, en 12 parties, si vous voulez, en 12 heures, la journée, on va avoir 50 minutes, une heure. Et quand en été, la journée est plus grande, on va couper en 12, alors on va avoir des heures plus longues. Mais en tout cas, c'est pour vous dire qu'il y a la 6e heure de la journée, parce que c'est 12 heures la journée, la 6e heure de la journée s'appelle Chatzot. D'accord, Chatzot Ayom. Et d'ailleurs, on a pareil pour la nuit. La nuit, elle est également partagée en 12. Et bien, la moitié de la nuit, c'est Chatzot Alayla. D'accord? On dit en français minuit, mais c'est pas minuit, ça peut être minuit et demi, ça peut être 1h du matin, ça peut être 11h30. Ok. Donc, on fait une différence entre la première partie de la journée et la deuxième partie. La première partie de la journée, vendredi matin, on peut travailler, aucun problème. Aucun problème, on peut travailler, on peut faire tout ce qu'on a à faire. Les cours, on a dit qu'on faisait les courses, on peut faire la bouffe, on peut faire la nourriture, on peut partir au travail. Mais la meilleure chose, c'est à partir de Chatzot, commencer à se calmer. D'accord? Commencer un peu à rentrer en mode de Shabbat. D'accord? L'idée, c'est pas d'arriver une demi-heure avant Shabbat à la maison et d'un coup de devoir tout faire. Se doucher, faire ça, mettre là, mettre là. Non, 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 d'accord? On prend du temps avant Shabbat et on ne fait pas tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, quelqu'un qui a un magasin, par exemple, et des employés, évidemment que c'est mieux s'il pouvait, surtout si c'est du commerce. Il sait qu'il va fermer son magasin. Le guide Shabbat, c'est à 8h. Il va fermer son magasin à 7h, 7h30, ça y est. D'accord? Parce que dès lors qu'il ferme son magasin, il a fermé son magasin. Mais par contre, on peut pas venir à la maison et après Chatzot, d'accord? En tout cas, dans les 3 heures avant Shabbat, commencer un travail qui nous demanderait énormément de temps. Par exemple, est-ce que je peux commencer avant Shabbat à faire un travail qui est, on va dire, je commence un travail de menuiserie. D'accord? Je me dis, ah là, je vais faire, j'ai du bois, je vais faire un meuble. Et je commence un meuble. Ou alors, je commence à faire un travail de couture, d'électricité, des grands travaux dans le jardin. Vous voyez? En gros, je commence des projets. D'accord? Ça, je n'ai pas le droit de le faire. D'accord? Je n'ai pas le droit de faire ça pendant les heures avant Shabbat, environ 3 heures avant Shabbat. On dit Chatzot Hayom, d'accord? C'est après midi, 1 heure, mais en gros, les 3 heures avant Shabbat. D'accord? Je n'ai pas le droit de faire ça. Il a commencé à écrire pour les gens qui travaillent dans les métiers de judaïsme. Quelqu'un qui écrit un Sefer Torah ne peut pas commencer à dire allez, je vais écrire une mezouza maintenant. Maintenant, j'écris une mezouza avant Shabbat. Non, on ne commence pas un projet qu'on ne pourra pas terminer. D'accord? Pourquoi? Parce que justement, on va être tellement dedans qu'on pourra ne pas s'arrêter. Qu'on pourra. Encore une petite anecdote que je vous raconte, c'est marrant, c'est pas mal de petites histoires comme ça. Quand on était en habitant en Belgique pendant 1 an, et j'étais rabbin là-bas de la communauté séfarade à Bruxelles. Et alors, nous, on était habitués à vivre en Israël, quoi. Et donc, on faisait la soukha, c'était avant Sukkot. Et là, je ne sais pas pourquoi on était à Bruxelles, seulement qu'à Bruxelles, avant Sukkot, c'est pas si simple de faire une soukha. On habitait dans une maison, enfin, un appartement comme ça sur un toit. Et je me suis dit, c'est bon, je pourrais faire la soukha, ça va, j'ai le temps. Et en vérité, quelques heures avant Sukkot, je me suis rendu compte que j'avais rien.
ne pouvais pas sortir dans la rue et acheter d'un coup ce que j'avais besoin, comme en Israël. Vite fait un lulav, vite fait un truc pour faire sur le srar pour le toit de la souka. Et d'un coup, je suis rentré en mode comme ça, très stressé, où j'ai commencé à construire ma souka. Et je me suis rendu compte que c'était long et c'était dur. Et tout compte fait, je suis arrivé. Et ben, j'ai dû finir ma souka peut-être 20 minutes après l'entrée de Sukkot. D'accord? J'ai le droit de le faire au niveau de la halakha. Mais en tout cas, ça m'a fait arriver à la synagogue en retard. D'accord? Assez en retard, parce que après, il fallait partir à pied à la synagogue. Et les gens étaient persuadés que j'étais mort, quoi. Enfin, ils se disaient, voilà, quoi, il n'est pas venu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais pour vous dire en vérité que quand on commence un projet avant, on n'a aucune garantie qu'on va le finir. D'accord? Mais commencer des petits travaux de réparation, ou alors arroser mon jardin, d'accord? Tout ce qui est occasionnel, qui a un début et une fin, ça, je peux le faire. D'accord? Mais pas commencer des projets avant Shabbat. OK? Alors, maintenant, quand c'est faire un travail par exemple, qui a un début et une fin, ça, comme je dis, je peux le faire. Alors, voilà, ça c'est pour ça. On continue? Ah oui. Voyager. D'accord? Je parlerai encore après, mais imaginez que vous êtes invité Shabbat. Vous habitez à Tel Aviv. Combien de temps il faut de Tel Aviv à Jérusalem? On va dire, allez, 1 heure, on va dire. D'accord? Quand est-ce que je pars Shabbat? Parce que là aussi, j'ai plein de petits problèmes. Hein? Le matin. Ah, pas non plus exagéré. Le matin, je dis pas à 6h du matin, mais je dis à 11h midi. Alors, au moins, on va dire prendre le double de temps. Si tu sais que la route, c'est 1 heure, d'accord? Alors, tu prends le double. Pas non plus prendre toute la journée, tu vois. Des fois, quand tu es invité chez des gens et tu débarques le matin, c'est pas à ce moment-là qu'on t'attendait. Tu t'attends avant Shabbat, pas le matin. Alors, et donc, il faut prendre au moins le double de temps. D'accord? 1 heure, tu prends 2 heures. 2 heures, tu prends 4 heures. Comme ça, en fait, on est toujours habitué à ne pas, on va dire s'habituer à arriver juste avant Shabbat comme ça. Okay. J'ai une question, Raph, pardon. Ouais, oui. Quand on est invité pour Shabbat chez des gens, on arrive, on peut arriver avec un cadeau ou de la nourriture, enfin quelque chose, ça c'est permis? Alors, très bonne question. Le jour du Shabbat, c'est un jour où il n'y a pas de commerce, n'est-ce pas? Il n'y a pas de commerce. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de commerce? C'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait de passage de propriété d'une personne à l'autre. Donc, quand j'achète quelque chose, c'est interdit. Pourquoi? D'accord? Pourquoi c'est interdit Shabbat de vendre quelque chose? Parce que je fais passer un objet d'une propriété à une autre, de quelqu'un à un autre. Et on le fait avec de l'argent, donc l'argent va être également interdit, mais l'interdit véritablement, c'est de faire passer d'un domaine à un autre. Pas uniquement physiquement, domaine public, domaine privé, même de ma propriété à celle de notre personne. Or, on peut, en faisant un cadeau également, faire passer de la propriété d'une personne à une autre. Et donc, c'est interdit Shabbat de faire un cadeau. Mais alors, vous allez me dire, comment on peut faire de cadeaux? Alors, si, je peux faire un cadeau, mais à une condition. Maintenant, là, je parle de cadeau, d'objets, pas de bouffe, d'accord, pas de nourriture. Mais disons que je suis invité chez quelqu'un et je veux lui amener un livre. D'accord? Ou alors, par exemple, imaginez-vous, il y a une bar mitzvah à la synagogue, et puis on veut faire cadeau au jeune bar mitzvah, la synagogue veut offrir au jeune bar mitzvah ou à la jeune fille un livre. Alors, le cadeau n'est pas encore acquis, parce qu'il n'y a pas d'acquisition pendant Shabbat. Et donc, la condition de donner quelque chose, c'est de dire, tu sais bien que cette chose-là ne te sera acquise qu'après Shabbat. En attendant, c'est encore à moi, mais il est chez toi. D'accord? Et c'est important de le dire parce qu'il ne faut pas croire qu'on peut justement le donner et faire une acquisition. Ça, c'est quand c'est un objet pour un cadeau ou quelque chose. Mais quand c'est de la nourriture, alors, ce n'est pas le même statut. D'accord? Ce n'est pas le même statut. On peut amener de la nourriture, une bouteille de vin, une salade, ce qu'on veut. Évidemment, si on a le droit de porter dans l'endroit. C'est d'accord? Je ne peux pas, dans un endroit où on ne peut pas porter, amener de la nourriture. Ça, je ne peux pas. Donc, ramener de la nourriture, c'est permis en fait. Tu peux ramener de la nourriture, ce n'est pas considéré comme une acquisition. Parce que c'est pour tout le monde. C'est pour le manger ensemble. D'accord? Mais si quelqu'un, par exemple, imaginez-vous que quelqu'un est invité Shabbat et qu'on se trouve quelque part où il n'y a pas de hérouve, c'est-à-dire
on n'a pas le droit de porter dans l'espace public. Ouais. Et donc, on ne peut pas porter, si j'habite à Paris, je ne peux pas porter dans l'espace public, sortir un objet de chez moi, le sortir dehors et marcher avec dans la rue. Si quelqu'un est invité chez moi le jour du Shabbat et il ne sait pas, et il m'amène une salade, d'accord? Alors, c'est un problème. Parce qu'il a transgressé le Shabbat pour m'amener la salade. Or, moi, je n'ai pas le droit de profiter de quelque chose qui a transgressé le Shabbat. D'accord? Or, le plat qui m'amène, c'est un plat qui est arrivé chez moi parce qu'il y a eu une transgression du Shabbat. Je ne peux pas donc le manger. Selon certains, je pourrais le manger Motsai Shabbat. Selon d'autres, je ne pourrais même pas le manger du tout. D'accord? Vous imaginez qu'ici. Oui, vas-y, j'écoute, Lauriane. Par exemple, à Paris, quand on va aller à la Sina, on a le droit de porter le sidour? Non. Ah. Ni le sidour, ni rien du tout. D'accord. Tu peux rien porter. Porter d'une façon normale qu'on porte. Tu peux rien Et en porter. Israël, on peut porter du coup? Alors, en Israël, c'est pas la question en Israël face à Paris. C'est pas lié au lieu d'Israël. D'accord? Il y a des endroits en Israël où on n'a pas le droit de porter. Il y a des endroits, il y a des gens en Israël qui ne portent pas. C'est quoi en fait l'idée? Je vais vous faire un petit croquis. D'accord? Il y a ce qu'on appelle en Israël le Hérouv. Alors, supposons qu'on a différentes maisons. Ça sert hein, quand on fait des dessins quand on est petit comme ça. D'accord? On a différentes maisons comme ça, voilà. Et alors, on va dire, des maisons les unes à côté des autres. Elles ne sont pas très loin. Et on peut sortir de chez soi et aller chez l'autre. On peut aller voir à droite à gauche. Alors, si on est en pleine campagne, par exemple, il n'y a rien, on est dans un village, il n'y a rien qui nous entoure. D'accord? Je n'ai pas le droit de porter, même s'il habite à 3 mètres de chez moi, j'ai pas le droit de sortir de chez moi avec quelque chose et lui amener. D'accord? Interdiction. D'accord? Je n'ai pas le droit de porter. Rien du tout. De sortir d'un domaine privé à un domaine public, je n'ai pas le droit. Vous allez trouver tout seul. Et c'est pareil si c'est une ville. C'est pareil si c'est une ville. D'accord? En quelle mesure je pourrais passer un objet de là? C'est ma maison et c'est la synagogue, on va dire. D'accord? Supposons que c'est la synagogue. Ok? En quelle mesure j'aurais le droit d'amener un objet de chez moi à la synagogue ou de la synagogue après chez un autre? D'après vous? Allez, réfléchissez, vous allez trouver. Si autour c'est comme une muraille, pas une muraille, enfin on dit comme une muraille, mais s'il y a juste un fil qui entoure la ville, par exemple. Alors, oui, mais attention, c'est quoi le principe? Là, tu me donnes déjà la façon dont ça s'applique concrètement. Mais c'est quoi le principe? Si je ne peux pas sortir de l'endroit privé On était à à un l'intérieur endroit public, d'un endroit privé. il faut donc transformer tout ça en un endroit privé. Si tout ça devient un endroit privé, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand je sors de chez moi, je ne sors pas dans un endroit public, je sors dans un endroit privé. Comment je vais transformer un endroit qui est entre les maisons, qui a priori est un endroit public, comment je vais le transformer en endroit privé? D'accord? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le Hérouv. D'accord? C'est ce qu'on appelle le Hérouv. D'accord? Je parle de ça maintenant. Je n'avais pas pensé en parler, mais pourquoi pas? D'accord? Le Hérouv, c'est quoi? Ça veut dire en hébreu le mélange. D'accord? Hérouv, en hébreu, ça veut dire mélange. Mélange de quoi? Eh bien, mélange des domaines. Domaine privé et domaine public. Alors, comment est-ce qu'on va transformer un lieu en un domaine qui est un domaine public ou un domaine privé? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ce sont des halakhot des plus compliqués de la halakha. Comment on fait un hérouv? Mais en gros, il faut fermer cet endroit-là. Quand c'est un petit village, ça va. D'accord? C'est facile. Comment on va fermer? Alors, on va mettre peut-être des barrières autour. D'accord? Des barrières, d'accord? Quand c'est une ville immense, alors on va organiser, c'est ce qu'on fait dans les villes en Israël, on va mettre autour de la ville, d'accord, des poteaux, partout, et on met un fil. D'accord? On met un fil tout
tout autour de la ville. Et sachez que dans toutes les villes israéliennes, il y a des personnes dont le rôle, ils sont payés pour ça. Hein. C'est quand même des boulots sympas. Hein. Le rôle, c'est avant Shabbat, de faire le tour de tous ces petits fils et de vérifier qu'aucun n'est tombé. D'accord? Parce que s'il y en a un qui est tombé, le hérouve est tombé. Et si le hérouve est tombé, à ce moment-là, ce qui fait qu'on est ensemble n'existe plus. OK? Ça, c'est le hérouve. Maintenant, il y a encore d'autres points. Comment est-ce que, d'après vous, les Juifs font pour que l'espace public devienne un espace privé, à la fois en l'entoure, et également, on va faire comme si on pouvait manger les uns chez les autres. D'accord? Regardez de côté un plat comme ça, je vous en parlerai une prochaine fois. En tout cas, le principe, c'est que, maintenant, ça peut se faire on ne peut pas faire un hérouve dans tous les cas. Si, par exemple, c'est un endroit où il y a plus de 600 000 personnes qui passent, une grande route, imaginez une grande route ici au milieu, il y a au moins 600 000 personnes qui passent par jour, il y en a qui disent on ne peut pas faire un hérouve comme ça. Donc, tu ne peux pas transformer un endroit qui est en fait une sorte d'autoroute, où il y a des millions de personnes qui passent là-bas, tu ne peux pas dire on a fermé donc c'est un endroit privé. Ah non, il y a une limite quand même. Il y a des limites au toupet. D'accord? Ouais, mais ouais. Alors, maintenant, vas-y, dis-moi un petit peu, Elisha, toi, tu habites à Strasbourg. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe à Strasbourg? À Strasbourg, en fait, le hérouve, c'est plutôt grand, en fait. Enfin, je sais pas dire, mais pas tout. Hein? Enfin, J'ai pas pas entendu. tout, mais à Strasbourg, il y a un hérouve, donc on peut se balader un peu partout, en fait. Enfin, il y a Alors, une limite, oui. mais Alors, pourquoi il y a un hérouve à Strasbourg? Pourquoi à Strasbourg, il y a un... Donc, d'abord, je résume. Une seconde, je résume. Quand il y a un hérouve, on peut porter. Donc, je pourrais amener un sidour de chez moi à la synagogue, partir chez un et l'autre, je peux porter. Il y a des gens qui ne sont, même quand il y a un hérouve, il y a des gens, parce que ce sont différents avis dans la halakha, qui considèrent que de mettre un fil autour d'une ville, ce n'est pas suffisant. D'accord? Il y en a qui disent que c'est suffisant, d'autres que ce n'est pas suffisant. Donc, il y a même à Jérusalem ou d'autres villes en Israël, des gens qui disent ce hérouve-là, à mes yeux, il n'est pas assez cachère. D'accord? Il fallait bien qu'il y en ait qui s'engueulent. Hein? Donc, il y a toujours plus cachère que cachère. Alors, maintenant, il y a des endroits où il y a un hérouve qui peut se faire assez naturellement. Comment, par exemple? par exemple, à Strasbourg, il y a la rivière. Je pense que la rivière, exactement. Imaginez-vous qu'on est là dans le quartier, il y a des juifs qui habitent là, et pas uniquement des juifs, il y a également des non-juifs, c'est ça que les hérouves également. Bon. Eh bien, imaginez-vous qu'on est entouré, d'accord, comme ça, on est entouré par un fleuve. D'accord? Qu'on est en fait sur une sorte. On est entouré par le fleuve. À ce moment-là, on a ce qu'on appelle une sorte de hérouve naturel. Il faudra uniquement vérifier à ce que l'endroit qui n'est pas là, il soit fermé. D'accord? Donc c'est un petit hérouve qu'on fait. Comment ça peut se faire, ça? Ça d'une façon très simple. On met uniquement une sorte de soit un fil, soit une sorte de poteau comme ça. D'accord? Et en fait, ça nous fait le hérouve. OK? Donc ça, c'est les façons en fait dont il y a des endroits à New York, je crois qu'à Manhattan, il y a un hérouve, je me rappelle bien. D'accord? À Manhattan, il y a un hérouve, à Montréal, il y a un hérouve. Vous voyez, dans les grandes villes où il y a des grosses communautés juives, c'est normal qu'il y ait un hérouve. Imaginez-vous, vous savez qu'à Paris, il n'y a pas de hérouve. Enfin, toi, tant pis pour eux, mais c'est quand même une grosse communauté juive à Paris. Et c'est quoi les implications du fait qu'il n'y ait pas de hérouve? C'est catastrophique. Ça veut dire que, par exemple, le Shabbat, il y a monsieur qui partira à la synagogue et madame qui va rester à la maison, qui ne pourra pas sortir avec ses gosses. Ou même la famille ne pourra pas partir se balader. Parce qu'on ne peut pas sortir avec la poussette, le Shabbat. On ne peut pas sortir avec la poussette. Et puis, s'il y a un bébé, comment tu fais pour porter un bébé? C'est compliqué tout ça. Et puis, il faut sortir avec des couches, il faut sortir avec. C'est compliqué. Ouais, vous comprenez? Et puis, vous voulez vous balader pendant le Shabbat, c'est un plaisir de faire une balade Shabbat. Et il fait très chaud, il faut prendre une bouteille d'eau. Vous êtes enrhumé, il faut prendre un mouchoir. D'accord? Donc, quelque part, quand il n'y a pas de hérouve, il y a des implications, je veux dire, sur la qualité du Shabbat qu'on va vivre. D'accord? Et donc, de là, également, moi, je n'ai jamais compris comment ça se fait qu'à Paris, ils n'ont jamais fait de hérouve. D'accord? Alors qu'au niveau pratique, je rappelle que Paris, il y a également des fleuves là-bas qui coulent autour de Paris. D'accord? C'est quand même pas. Voilà, il y a des possibilités de faire quelque chose. Eh bien, ça ne se fait pas. D'accord? Ça ne se fait pas. Et c'est également un signe de vitalité d'une communauté. OK. Donc, ça, c'était pour le hérouve. Vous avez encore des questions sur le hérouve ou alors on peut.
Je n'ai pas pensé parler, mais c'est important qu'on aborde comme ça ces questions aussi. Voilà. OK? Alors, on continue. Alors voilà, maintenant on va continuer avec des questions très intéressantes. Donc on avait dit, là on parlait donc des travaux qu'on faisait avant Shabbat. Et est-ce que les travaux donc avant Shabbat étaient interdits? Donc on a répondu. Si on commence un travail en 3-4 heures avant Shabbat, c'est un travail c'est une vraie tâche, un projet, on ne peut pas le faire. Bien. Mais il y a également dans la halakha toute une question. Vous vous rappelez qu'on avait vu dans le texte de la Torah, qui c'est qui est soumis au Shabbat? Qui c'est qui doit faire le Shabbat? On a dit Ata, toi, ou Bincha, tes enfants, ton fils, ta fille, ta femme, d'accord? Tes animaux, n'est-ce pas? Donc même les animaux n'ont pas le droit de travailler Shabbat. Ok. Et il y a dans la Mishnah, d'accord? Il faudrait continuer dans pas longtemps, dimanche peut-être on continuera les textes, comprendre c'est quoi les textes de la tradition juive. En tout cas, dans la Mishnah, il y a une discussion entre, encore une fois, Beth Shammai et Beth Hillel, les mêmes, Shammai et Hillel. Qu'en est-il de mes objets? D'accord? C'est-à-dire, est-ce que je peux commencer un travail avant Shabbat qui va continuer sans mon intervention pendant Shabbat? Oui, oui. Hein? Oui. Alors attends, je réfléchissais bien. Bah, c'est la plata, par exemple, on la branche, elle marchait avant Shabbat et elle va marcher tout le Shabbat. D'accord. Même Est-ce que les je peux... horloges, tout ça. C'est vrai. Est-ce que je peux avant Shabbat, par exemple, organiser l'arrosage de mon jardin? Pendant Shabbat, je n'ai pas le droit d'arroser mon jardin, c'est interdit. Non, non. D'accord. Mais est-ce que je peux, avant Shabbat, commencer à arroser mon jardin? Pas organiser. Hein? Oh oui. Programmer, j'ai pas compris. Programmer ou l'arroser? Non, je commence le jardin, je commence l'arrosage avant Shabbat et il continuera pendant Shabbat. Pas le programmer que ça commence pendant Shabbat. Il commence mon arrosage avant Shabbat et il continuera pendant Shabbat. Ou alors, par exemple, un truc un peu plus clair pour tout le monde, j'ai une machine à laver à faire. Est-ce que je peux mettre ma machine à laver en marche? Bien que la machine à laver, c'est un cas un peu spécial, je vous dirai pourquoi après. En tout cas, parce que ça fait du bruit. C'est un truc qui fait du bruit. Mais en tout cas, je mets ma machine à laver juste avant Shabbat, je peux avoir le temps de faire la machine. Alors, je mets tout dans la machine un peu avant Shabbat, je mets, puis la machine elle va encore tourner pendant 2 heures, pendant Shabbat. Oui. Ou alors j'ai mon lave-vaisselle. Je mets la vaisselle dans le lave-vaisselle avant Shabbat, mais je sais que ça va continuer encore pendant Shabbat à travailler. Alors ça, On n'a pas le droit d'utiliser ce qui en a découlé. Par exemple, imaginons on a mis la machine avant Shabbat. On n'a pas le droit de prendre les habits qui ont été lavés pendant Shabbat. Du coup, on n'a pas le droit de les mettre. alors Mais attention, après, attends. Alors attends. On va mettre un petit peu d'ordre. Alors, d'abord, dans la Mishnah, il y a une marloquette. C'est quoi une marloquette? C'est quoi marloquette? Le mot marloquette? Il y a une discussion. Marloquette, ça veut dire discussion. D'accord? Je vous l'écris. C'est un mot très important. C'est un mot qu'il faut absolument connaître, ça. C'est un mot fondamental, ça, dans le monde juif, marloquette. D'accord? Je vous marque d'abord en hébreu. Marloquette. D'accord? Marloquette. Ça veut dire discussion. Ça vient du mot lachalok. C'est pareil. Il y en a un qui pense comme ça, un qui pense comme ça. OK? Donc, on a dans la Mishnah une marloquette, une discussion entre deux écoles. L'école de Shammai, l'école de Hillel. L'un considère que pendant Shabbat, je vitat kelim. C'est-à-dire que mes ustensiles à moi doivent également faire Shabbat. Par exemple, ça veut dire que si par exemple je prends, je sais pas moi, je vais faire des teintures. D'accord? Je vais faire des teintures. Et donc, je prends une couleur. D'accord? Des fois, on faisait des couleurs à base de plantes. D'accord? Comme ça. Et je mets ça avant Shabbat dans un pot avec de la laine. Et comme ça, pendant tout Shabbat, eh bien, ça va colorer la laine. D'accord? Il y en a un qui dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que même tes kélim, même tes ustensiles n'ont pas le droit de travailler pendant Shabbat. D'accord? Quand on dit Shabbat, c'est Shabbat totalement, quoi. C'est pas commencer à faire le marrant à. C'est pas moi vraiment. Pas moi, c'est lui. D'accord? C'est pas moi, c'est ma main. D'accord? Non, il y en a qui dit, si Shabbat, c'est Shabbat, alors tout c'est Shabbat. Tu n'as pas le droit d'initier un travail, même si toi, tu l'as initié avant Shabbat. Tu ne peux pas initier un Shabbat qui va continuer en ton nom après Shabbat. Parce que quelqu'un va passer et va dire, eh ben, c'est à lui, ça. Qui me dit qu'il l'a fait avant Shabbat? Peut-être qu'il l'a fait pendant Shabbat. D'accord? Et l'autre, il dit, ah ben non. Toi, tu n'as pas le droit de travailler, mais qui a dit que tes ustensiles
pendant Shabbat qui continuent un travail ne peuvent pas le faire. Discussion. Les deux côtés, d'accord, on pourrait discuter du fond de la discussion, mais en tout cas, les deux côtés, au niveau de la halakha est tranchée, d'accord, du fait qu'il n'y a pas de shvitat kelim. Mes ustensiles ne sont pas obligés de faire Shabbat avec moi. Si j'ai commencé un travail avant, d'accord, il peut continuer. Je peux arroser mon jardin et il va s'arrêter. Je le programme et je vais commencer à 1 heure avant Shabbat. Il va s'arrêter. D'accord, 2 heures après Shabbat, c'est que quand on arrose les jardins, c'est toujours à la même heure généralement. D'accord, donc il faut garder bien les heures. Faut pas. Ok. C'est pour ça qu'on peut utiliser, c'est pour ça qu'on peut manger la dafina en fait. Parce que Comment? la dafina doit cuire, cuisiner en fait. Je t'entends pas très bien. J'arrive pas à t'entendre bien. J'ai dit, est-ce que c'est pour ça qu'on peut utiliser manger la dafina? Parce que la dafina doit cuire toute la nuit, vendredi soir. Et donc, c'est le melacha en fait qui continue avec la chata en fait. Alors, on verra ça quand on parlera de la bichoule, hein, de cuisson. Donc, on peut des fois mettre, exactement, on met des fois des aliments sur la plaque, d'accord, et ça va continuer à cuire pendant Shabbat. D'accord, Ouais. ça a commencé à cuire avant Shabbat, ça va continuer à cuire pendant Shabbat. La tafina, elle va rester sur la plaque, ou pour les yéménites, le djernoun, d'accord, c'est un plat qu'ils mettent là-bas, ça continue à cuire à la condition que ça a déjà été cuit un tiers avant Shabbat. Il ne faut pas mettre ça et il n'y a rien qui a été fait. Il faut que ça ait été au moins cuit un minimal avant Shabbat, qui fait que c'est déjà consommable. D'accord, même pas bon, mais consommable. Parce que là, sinon, tu cuis pendant Shabbat. D'accord. Ah non, ça doit être caramélisé peut-être. Oui, bref, ok. Alors, on verra ça pendant Bichoul, ça s'appelle Ma'achal Ben Drosai. Ouais. D'accord, c'est une mesure de cuisson. En tout cas, donc, là, l'akha, elle est que pendant Shabbat, si j'ai commencé des actions pendant Shabbat, d'accord, elles peuvent continuer même après Shabbat. Donc, ma machine à laver, je pourrais la laisser. Le problème de la machine à laver, c'est quoi? C'est que ça fait du bruit. Donc là, on peut faire des choses qui n'aient pas de bruit. Et quand ça fait du bruit, ça dérange. C'est Shabbat quand même. Hein. Imaginez-vous, il y a un tambourin dans la machine qui tape, ça me met à la tête. Et puis, c'est pas Shabbat, quoi. C'est pas Shabbat d'avoir quelque chose qui tourne dans la maison comme ça pendant Shabbat. Donc, il y a un problème de bruit. Et deux, parce qu'il y a un problème de bruit, ça, c'est un autre. Les gens pourraient imaginer que, il l'a mis pendant Shabbat. Donc, c'est permis pendant Shabbat. D'accord? Donc, quand ça fait du bruit, on a tendance à ne pas le faire. Mais le problème de la machine à laver, en vérité, c'est aussi autre chose, Lauriane, c'est qu'une fois que le linge il est prêt, je n'ai pas le droit de le prendre dans la machine et après de partir l'étendre. D'accord? On ne peut pas étendre pendant Shabbat, je ne peux pas essorer pendant Shabbat. Donc, je ne peux pas étendre mon linge. Donc, en vérité, c'est pas bon de faire une machine avant Shabbat. Parce que ton linge, tu ne pourras pas le toucher, il va rester dans la machine à laver, il va puer. Parce que tu peux pas laisser tu laisses du linge dans la machine à laver pendant trop longtemps, après il sera mauvais, il n'est pas. Donc, c'est pas un bon calcul. C'est pas un bon calcul, mais c'est pas interdit. Exactement. Dès lors que tu le laisses. D'accord? Tu le laisses pendant Shabbat. Voilà. Exactement. Encore maintenant quelques petits points. Et après, on aura fini cette première partie. Est-ce que je peux partir en voyage avant Shabbat? Je peux prendre le bateau. Vendredi matin, on me dit, allez, on part en croisière. Je peux monter en bateau. Alors, allez-y. Réfléchissez. Dites-moi pourquoi oui, pourquoi vous diriez oui et pourquoi vous diriez non. Ben, en fait, ça dépend si on reste sur le bateau tous les Shabbats. Voilà. Alors, oui, là tu me dis, tu peux monter si tu restes sur le bateau tout Shabbat. En gros, tu ne descends pas du bateau. Oui. Ok, pourquoi? Parce qu'en fait, ça compte pendant que son domicile, le Shabbat, en fait, c'est un espace privé. Par exemple, si un. Oui, c'est l'espace privé, en fait. Et Richard, regarde, le son est mauvais. C'était trop fort. Essaie peut-être de diminuer le son, le volume de tes trucs, parce que c'est trop fort. Okay. Vas-y, essaye maintenant de parler. Bon, je n'ai rien fait, je ne sais pas, c'est trop fort. Non, c'est pareil. Non, c'est pareil. Ouais. C'est pareil. Est-ce que c'est mieux? Non, c'est encore pire. Bon, laisse tomber, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais le dire moi, c'est pas grave. Alors, je vous dis, a priori, les interdits de Shabbat, ça tombe pendant Shabbat. C'est pendant Shabbat. D'accord? Donc, a priori, si je
est-ce que je peux monter en bateau pendant le vendredi matin? Oui, d'accord, je pourrais monter en bateau le vendredi matin. À condition de. Il y a toujours des conditions. Première condition, c'est que je sache que le bateau il peut s'arrêter pendant Shabbat. D'accord? Si c'est un juif qui conduit le bateau, est-ce que quelqu'un qui est juif peut pendant Shabbat me conduire le bateau pour moi? Ben non, parce que c'est interdit. Donc moi, je n'ai pas le droit de profiter d'un travail interdit qui est fait pendant le Shabbat par un juif. Si c'est un non-juif qui fait ça, alors un non-juif n'est pas soumis à l'interdit du Shabbat, mais il n'a pas le droit de faire un travail pour moi pendant le Shabbat. D'accord? Il ne va faire un travail pour moi. Donc en vérité, on dit que, condition, tu rentres dans le bateau, à condition que tu puisses dire au capitaine, est-ce que Shabbat, tu peux lancer l'ancre? Tu peux arrêter le bateau. S'il te dit oui, c'est possible, ça suffit, même s'il ne le fait pas. Deuxième condition, et ça c'est très important, il y a le Shabbat, une mitzvah, une des mitzvot les plus importantes, qui s'appelle Oneg Shabbat. Notez-le. Notez-moi aussi. Ça s'appelle Oneg Shabbat. Oneg Shabbat, c'est quoi? D'accord, le mot Oneg, on l'avait déjà vu. Oneg Shabbat. Oneg, ça veut dire délice, le plaisir. D'accord? Oneg Shabbat, le plaisir. Et c'est une mitzvah qu'on a dit, par exemple, de bien manger. Vous allez me dire, ah, ça, c'est sympa, c'est pas. Non, c'est une mitzvah. Le Oneg Shabbat. Par exemple, Shabbat, on dort un petit peu. D'accord? On a l'habitude de dormir un petit peu Shabbat, une petite sieste comme ça. C'est pour le. D'accord? Tu kiffes, tu fais une petite. Ah, tout Shabbat. Tu dors un petit peu. D'accord? Eh bien, le Oneg Shabbat, c'est quelque chose qui est lié à notre sentiment. Quelqu'un qui est pas habitué, qui monte sur un bateau. Et le bateau, on le sait. D'accord? Si vous avez déjà été sur un voilier certaines fois, qu'on n'est pas habitué, qu'est-ce qui se passe après quelques temps? On a envie de rendre. D'accord? On a le mal de mer. Or, quelqu'un qui serait sur un bateau Shabbat et qui a le mal de mer, d'accord? On ne le souhaite à personne, c'est horrible. Eh bien, c'est son Oneg Shabbat qui est touché, qui est atteint. Et donc, tu n'as pas le droit de te mettre en situation où pendant Shabbat, tu vas avoir envie de gerber pendant tout Shabbat. Donc, tu n'as pas le droit de monter dans un bateau avant Shabbat. D'accord? Tu n'as pas le droit. Parce que tu vas porter atteinte à ton Oneg Shabbat. OK? Mais si aujourd'hui, on a des grands paquebots, c'est fait exprès pour qu'il n'y ait pas de différence et qu'on ne ressent pas le mal de mer, alors à ce moment-là, il n'y aurait pas de problème. Alors, on a l'habitude généralement, si c'est des trucs comme ça, des paquebots, ou vraiment, alors on peut monter même le vendredi matin. D'accord? On peut monter même le vendredi matin. Si ce sont des petits, petits voiliers où on n'est pas habitué, alors dès le mercredi, on ne monte pas déjà. Parce qu'on pourrait se retrouver 3 jours avant Shabbat, on ne monte pas. 3 jours avant Shabbat, on ne monte pas quelque part où on n'est pas sûr de pouvoir arriver à bon port. Imaginez-vous qu'on part de quelque part le mercredi, mais on n'est pas sûr d'arriver avant Shabbat à l'autre endroit, je n'ai pas le droit d'y aller. D'accord? Je dois partir mardi. Je prendrai mon bateau mardi pour être certain d'arriver avant Shabbat à l'endroit souhaité. Mais si j'ai un doute que je vais encore être dans le bateau, ou alors, pourquoi est-ce qu'on peut partir le mardi? Vous allez me dire. Parce qu'a priori, après 3 jours, le mal de mer, il est parti. D'accord? A priori, quand tu montes le mardi ou le lundi, a priori, tu es habitué. Donc, Shabbat qui va arriver, même si tu es dans le bateau, tu n'auras pas de problème de Oneg Shabbat. Mais ça, c'est pour. Donc, c'est aussi quelque chose de très. Okay. Donc, ça, c'est pour. Donc prendre le bateau. Maintenant, est-ce que je peux prendre le train ou l'avion? Parce que là, on a parlé pour un bateau. Bon, il y a des petites différences au niveau de l'Afrique, mais est-ce que je peux prendre le train ou le bateau ou l'avion avant Shabbat? Non, parce qu'il ne peut pas s'arrêter pendant Shabbat. Alors, voilà, a priori, il ne peut pas s'arrêter pendant Shabbat. Ou alors, c'est louche. Ne montez pas dans un avion qui vous dit qu'il va s'arrêter pendant Shabbat. En tout cas, c'est... Donc, on ne peut pas. Première raison. Deuxième chose, il est possible également, en avion, d'avoir un petit problème. D'accord? Ça pose un problème qu'on appelle le ouvdin dechol. On fait ça généralement pendant la semaine. Il y a des choses qu'on fait pendant la semaine. Et si on commence à faire pendant Shabbat des choses qu'on fait pendant Shabbat, c'est plus bon. Donc en vérité, on n'a pas le droit, je vous dis ça rapidement, et encore pour une autre raison qu'on appelle Troum Shabbat, je vous dirai une prochaine fois, c'est on sort loin du domaine habitable de Shabbat. Or Shabbat, on a l'obligation de rester chez soi. D'accord? On reste chez soi. On ne sort pas loin. Alors, on n'a pas le droit donc de prendre le train ou l'avion
le vendredi. D'accord? Le vendredi. Donc, et on sait que ça va continuer après pendant Shabbat. OK? Voilà, on a fini pour toute la première partie de préparatifs à Shabbat. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Pour le bateau, Oui. vous dites que, tu dis que le bateau, s'il s'arrête, on peut. S'il Ça veut s'arrête, dire que, c'est quoi s'il s'arrête? Ça veut dire que, comme si tu rentres dans un bateau, en supposant que tu n'as pas le mal de mer, en supposant que, tu vois, tu rentres dans le bateau, mais pendant Shabbat, le bateau continuera à flotter, je ne sais pas comment on dit, d'accord, continuera à flotter. Soit c'est un juif qui fait ça, qui fait avancer le bateau, tu n'as pas le droit de profiter d'un travail interdit, parce qu'il est soumis au Shabbat et tu en profites, soit il n'est pas juif et tu n'as pas le droit non plus de profiter d'un travail qui est fait pour toi. Donc, soit c'est un bateau où il y a une majeure partie de personnes qui ne sont pas juives, et donc le capitaine, quand il fait avancer le bateau, il ne va pas le faire pour toi, mais tu es là-bas aussi, d'accord? Donc, il y aurait moins de problèmes. Mais l'idée, c'est que si c'est en tout cas quelqu'un qui est là-bas, tu dois dire, est-ce que le bateau pourrait au moins larguer les amarres? Pas larguer les amarres, lâcher l'ancre, d'accord? Jeter l'ancre. Si oui. c'est possible, alors à ce moment-là, oui. Si c'est pas possible, ça pose un problème, d'accord? Mais sache que Tu dis que le train et l'avion, on ne peut pas partir avant Shabbat parce qu'on est loin de chez soi. Mais sur le bateau, on est loin aussi, on n'est pas… Alors, tu as raison. C'est un point que je ne voulais pas aborder, qu'on appelle justement le Troum Shabbat. D'accord? Ça veut dire que il y a… Je vais le dire comme ça. Au niveau halachique, d'accord? Quand je te dis que c'est interdit, c'est interdit. C'est-à-dire que vraiment, on ne peut pas de prendre le train. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun cas où je ne pourrais pas monter en train avant Shabbat et rester dans le train. D'accord? Il y a des cas où je pourrais rester dans le train si jamais c'est un train qui part pendant, imagine le vendredi matin et qui arrivera le dimanche soir. D'accord? Et alors moi, je me dis dans ma tête, ok, je serai Shabbat dans le train. D'accord? Je vais passer mon Shabbat dans le train. Bon. Alors, on peut le faire certaines fois. Ça ne se fait pas, mais on pourrait le faire. Au même titre que le bateau. D'accord? Mais pour différentes raisons, on ne le fait pas. Pour l'avion, c'est un autre problème. On est rarement, enfin, tu vas me dire, on est rarement 25 heures en vol. D'accord? Mais supposons qu'on peut être 25 heures en vol. Il faudrait en fait un vol qui soit beaucoup plus que 25 heures. Pour ne pas que tout le Shabbat se passe, tu vois, dans l'avion. Un peu comme si on a pris l'avion pendant le Shabbat. Si on avait eu un vol qui partait le vendredi matin et qui arrivait le dimanche soir, et qu'on puisse se dire, a priori, je peux rester dans l'avion, je ferai Shabbat dans l'avion, sous certaines conditions, ça pourrait être possible. Sauf que on va très très loin. Et il y a Shabbat, donc je t'ai dit, l'idée de Troum Shabbat. Alors, cette idée de ne pas dépasser une certaine distance de chez soi, quand on prend le bateau, elle n'est pas respectée, puisqu'on va aussi très loin en bateau. Mais il y a toute une histoire de proximité au sol. D'accord? De proximité au sol. Qui, en tout cas à l'époque, il paraîtrait que c'était un critère important. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est moins important. D'accord? Dans des cas qui sont des cas vraiment de grands besoins, par exemple, les Juifs qui étaient en Afrique du Nord, ou même, c'est marqué dans le Shulchan Aruch du XVe siècle, quand des Juifs se trouvaient dans une communauté et ils étaient en danger véritablement, eh bien, ils pouvaient partir en bateau pendant Shabbat. Ou alors, c'est marqué également dans le Shulchan Aruch, si un bateau vient pendant Shabbat et il te dit, allez viens, on monte en Eretz Israël, on fait la Aliyah, pendant Shabbat, tu as le droit de prendre le bateau. Tu vois, donc ça dépend des cas. Tu vois, ça dépend des cas. D'accord. Voilà. Ok, vous avez un bateau là-bas en Martinique? Non, on n'a pas de bateau. Pas de bateau. Moi, je crois que l'année prochaine, on va faire l'Ulpan Guillaume en Martinique. Je sais pas, ça me paraît sympa. Il y a quelque chose qui me paraît sympa. Bon. Ok. Top, les amis, alors, on est mercredi soir. Donc, demain soir, c'est notre dernière étude de la semaine. Comment vous le sentez? C'est pas évident quand même, hein?